Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première émission de cette nouvelle saison 2022-2023 des Murmures du Lac Immobilier Histoire sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1 FM. À l'instant, Jean-Pierre me mettait la pression comme pas possible. Aujourd'hui, je suis avec Salvatore dans les studios. C'est pas vrai, Romain, c'est pas vrai. Il nous a mis la pression, le coco. Il nous a dit, ça fait longtemps que t'as pas fait d'émission. C'est vrai que j'ai eu des vacances prolongées. On a été absent en août et puis une rentrée tardive pour cette reprise. Maintenant, c'est bien calé. On va se retrouver tous les 15 jours, j'espère, pour une belle saison, une belle année. En ta compagnie, Jean-Pierre, bien sûr, et Sandra, qui doit nous écouter. Oui, Sandra qui nous écoute et qui est même dans le studio ici. Cher Romain, pour nous, c'est un grand plaisir de te retrouver pour cette nouvelle saison, puis de dire une nouvelle fois un très très grand merci pour ton soutien, pour ta présence à nos côtés. Et puis, donc, à travers toi, c'est tout le groupe RDIMO, bien sûr. Et puis, merci pour ces bonnes émissions que tu nous fais à chaque fois, puis pour la qualité de tes invités. On salue les habituels, comme les Fabien Giroux, comme d'autres, comme les Mathieu, etc., etc. Mais tu as toujours, tu sais faire entre la culture générale, l'immobilier, le droit, tout ça. Et c'est toujours passionnant, tes émissions. On essaye en tout cas. Merci Jean-Pierre. Alors pour cette première, on s'est dit, quoi de plus naturel que de faire un petit quiz rentrée, spécial rentrée pour ce mois de septembre où synonyme de reprise scolaire, économique, etc. Donc on a essayé de coller un petit peu au planning de l'année. Donc on a décidé de faire un petit quiz basique sur quelques notions d'immobilier pour vous expliquer des concepts relativement simples dans notre métier. En ma compagnie, Salvatore. Bonjour Salvatore. Bonjour Romain, bonjour Jean-Pierre. Donc Salvatore qui a récemment rejoint notre équipe sur Aix-les-Bains, sur l'agence d'Aix qui est située au Grand Port. Donc un peu de pression partagée puisque aujourd'hui Salvatore va se jouer à ce jeu du quiz. Donc pression sur lui, pression sur moi, puisqu'on va voir s'il a bien fait ses devoirs, s'il a appris sa leçon, s'il saura vous répondre à vos problématiques, à vos questions immobilières. Bon, alors on a fait un quiz relativement simple pour une première partie de cette émission. Donc, écoutez, sans plus attendre, on va rentrer dans le bain. Alors Salvatore, une première question qui traite spécifiquement au métier de transaction immobilière. Quand on veut vendre un bien, acheter, il y a pas mal de petits concepts qui peuvent venir à l'esprit. Donc première question, c'est quoi un mandat de vente ? Alors un mandat de vente, Romain, c'est lorsque c'est un contrat qui est passé entre l'agence et le propriétaire, qui autorise l'agence à vendre son bien. Tout à fait, c'est relativement basique. Un mandat de vente, c'est un contrat signé entre un propriétaire et un mandataire, agent mandataire indépendant, agence immobilière, en tout cas qui a une carte professionnelle de transaction et qui est autorisé à mettre en vente son bien. Donc c'est vraiment la première étape d'une mise en vente. Petite précision, on peut préciser qu'il existe plusieurs types de mandats. Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc, il y a un mandat simple, donc qui permet au vendeur de vendre soit lui-même ou de donner son bien à plusieurs agences pour vendre son bien. Après, il y a la semi-exclue qui permet au vendeur et à une agence de vendre son bien. Et après, nous, on a l'exclusivité qui le propriétaire donne son bien exclusivement à une agence. Exactement. Voilà, donc il y a 3 contrats basiquement qui existent. Vous retrouverez des appellations différentes selon les cabinets et les agents. Certains l'appellent mandat partenaire, mandat confiance, etc. Mais basiquement, mandat simple. Tout le monde, entre guillemets, peut vendre le bien. Le propriétaire, plusieurs agences, laisse une exclusivité. Le propriétaire conserve son droit à vendre et il confie exclusivement à une seule agence ou l'exclusivité totale où là, seul le mandataire mandaté peut vendre. Une question suivante, c'est souvent une question qu'on nous pose également, c'est quoi la loi Carrez ? Cette fameuse loi Carrez, alors la loi Carrez, c'est la superficie de la loi Carrez, ça correspond à une mesure spécifique de la superficie d'une habitation, d'un logement, dans une copropriété. Exactement.
il me semble que la mesure doit pas être inférieure à 1,80 m pour calculer cette... C'est ça. C'est une surface habitable. Donc habitable, déjà, on a déjà une indication, on parle pas des garages, des balcons, c'est vraiment la surface habitable, intérieure privative, supérieure à 1,80 m. Et effectivement, c'est, comme tu l'as souligné, pour les biens soumis au régime de copropriété. Alors la question suivante, c'est vraiment une question au cœur de l'actualité, puisque c'est quelque chose il y a pas mal de lois qui ont évolué autour de ce concept, le concept du DPE. Tiens, allez, on va tester Jean-Pierre. Là, je vois qu'il est, là, il s'endort là. Ouais, toujours. Reviens parmi nous. C'est quoi le DPE, Jean-Pierre, alors? C'est le diagnostic d'énergie. Ouais, on peut dire ça. Énergique, hein, c'est Performance énergétique. De performance, voilà. J'étais en train de chercher le P. C'est le P de performance, le diagnostic de performance énergétique ou énergique. Énergétique. Voilà, tout à fait. Diagnostic performance énergétique, donc qui va. Tiens, Salvatore, qu'est-ce que ça veut dire derrière ces mots un peu compliqués? Eh ben, ça va évaluer la consommation énergétique et l'impact sur l'émission effet de serre d'un logement. Exactement. Donc on va avoir deux conclusions. Est-ce que votre logement il est économe et est-ce qu'il est écologique? Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde de près, puisque vous l'avez sans doute pas manqué. On commence à voir tout doucement des interdictions d'augmentation de loyer pour les logements qui sont mal notés. Et prochainement, il y aura une interdiction pure de louer votre logement si celui-ci n'a pas une note correcte. Donc vous imaginez, alors sur notre résidence principale, ça n'a pas forcément un impact immense, encore que ça vous prouvera que votre logement est économe. C'est quand même, je pense, également un sujet d'actualité vu le coût de l'énergie et puis tout type d'énergie. On ne sait plus comment chauffer cet hiver, au bois, au gaz, au fioul, au granulé. Enfin voilà, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Donc on constate quand même que c'est une donnée importante. Et pour nos amis investisseurs, si votre logement n'est pas correct de ce point de vue-là, vous ne pourrez plus le louer. Donc là, ça pose quand même un problème assez important. Un compromis de vente, c'est quelque chose, une étape importante. Comment pourrais-tu nous résumer ça, Salvatore? C'est quoi un compromis de vente? Alors, un compromis de vente, c'est lorsque l'acheteur est décidé d'acheter le bien du vendeur. Donc, c'est un contrat. Voilà, tout à fait. C'est un contrat passé effectivement entre un acheteur et un vendeur qui va poser les conditions d'achat. Alors, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est vrai que c'est un contrat avec qui peut faire 20, 30, 40 pages, donc il y a quand même pas mal de petites lignes. On pourrait par exemple s'apercevoir que Jean-Pierre nous a menti sur son état civil, il s'appellerait pas Jean-Pierre, il s'appellerait François. Mais là, on ferait une recherche. Donc, le compromis de vente est un contrat, ce n'est plus ce qu'on appelait avant les avant-contrats ou même les quasi-contrats. Si, c'est un avant-contrat, effectivement, si on veut être précis. C'est un avant-contrat. C'est le premier contrat, avant-contrat. Alors avant-contrat, pourquoi avant? Parce qu'effectivement, c'est pas le contrat définitif, c'est un contrat qui va poser les grandes lignes. Qui est sous condition. Oui, tout à fait, qu'il y a plusieurs conditions qui sont de toute façon... Soit suspensives, soit résolutoires. Exactement. D'accord. Alors justement, on enchaîne avec dans la continuité, donc on parle d'un avant-contrat, donc fatalement, il y a à un moment donné quelque chose de plus costaud qui va arriver, qu'on va appeler acte de vente. Donc comment on pourrait définir cet acte de vente, Salvatore? C'est un acte authentique. Mais ça y est, là on l'a réveillé. Ça y est, il est parti, il est chaud. C'est un contrat qui est rédigé et authentifié devant un notaire. Tout à fait. Et on va parler de réitération. Ça veut dire qu'on va finalement entériner l'avant-contrat. On a posé les conditions et on arrive chez le notaire le jour J de la cession officielle de votre logement. Donc c'est le jour où l'acheteur devient réellement propriétaire et le vendeur se désiste de sa propriété contre bien sûr un prix qui lui sera versé. Donc c'est vraiment le symbole de la passation des clés où les nouveaux propriétaires peuvent vraiment jouir de leur habitation dès ce jour-là. Et boire une petite coupette. Ah bah là oui, là nous on aime bien ça parce que généralement les bouteilles fusent. Oui, c'est très à la mode maintenant. Maintenant, je vois les agents immobiliers qui se mettent en photo sur les réseaux sociaux en train de boire le champagne avec les clients qui ont acheté un bien. C'est à la mode ça maintenant. Effectivement, c'est un moment quand même joyeux. Ça a été c'est la fin de toutes les transactions. C'est la fin d'un long processus. C'est effectivement. Puis il y a des dossiers qui sont longs, compliqués, où il y a des rebondissements.
Donc dans certains cas, voilà, c'est vraiment un soulagement réciproque pour toutes les parties engagées, hein, que ce soit vendeur, acheteur, le notaire, le banquier, l'agent immobilier ou toutes les autres parties qu'on pourrait avoir inclus dans ce dossier. Donc oui, c'est un moment plutôt généralement joyeux. On est content d'acheter un bien, sinon c'est bizarre quand même d'avoir acheté une maison où on irait en reculant dedans. Voilà, c'est plutôt quand même synonyme d'un moment sympa. Tu évoquais les conditions suspensives, Jean-Pierre, il y a un instant. Oui. Donc vu que tu as l'air calé sur le sujet, c'est quoi une condition suspensive ? Alors, une condition suspensive, c'est une condition qui peut soit permettre la conclusion du contrat si elle se remplit, soit annuler le contrat si elle ne se remplit pas. C'est Alors, un peu en gros. alors c'est pas trop mal. Non, c'est pas trop mal. Après, c'est dans le titre. Pour une Voilà. fois, Elle suspend la réalisation de la vente. réalisation du contrat. Voilà. Exactement. De la vente. Ça me rappelle plein de trucs. Ça me rappelle mes années de droit des contrats à l'université de Savoie et tout. C'était top. Alors, Salvatore, Il y a par exemple. 25 ans déjà. Non. Si, je te jure. Non, Ça fait peur. non. 7-8 ans maximum. Salvatore, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer comme exemple de conditions suspensives ? Pour la construction d'une maison, un permis de construire. Voilà, exactement. Voilà. Après, pour l'achat d'un bien immobilier, l'acceptation du prêt. Voilà. Donc, c'est des conditions qu'on retrouve généralement, c'est une condition classique. Le prêt, par exemple, bien évidemment, voilà, vous avez fait une demande de prêt, vous êtes protégé par cette clause. Si vous n'obtenez pas votre prêt, fatalement, vous ne pourrez pas acheter. Et pour un permis, comme tu le disais à l'instant, quelqu'un peut acheter un terrain en disant, voilà, moi, votre terrain m'intéresse, mais c'est pour bâtir une maison. Donc, si j'ai pas mon permis de construire, je n'achète plus ce terrain. Peut-on choisir son notaire, Salvatore ? Oui. Oui, Bien sûr. bien sûr. C'est votre droit le plus singulier, bien évidemment. Chaque partie, vendeur, acquéreur, peut choisir son notaire sans nul doute. Il peut arriver que les clients n'en ont pas, donc là, voilà, on a un devoir de conseil, donc on peut les mettre en relation avec les notaires qu'on connaît. On va les diriger sur une étude ou une autre, selon éventuellement le cas du dossier, principalement le secteur. C'est sûr que vous achetez une maison à Aix-les-Bains, on va pas vous envoyer chez un notaire qui habiterait à Bordeaux, par exemple, ça n'aurait pas de sens. Hein. Mais c'est tout à fait possible quand même. Ah, c'est tout à fait possible, bien évidemment. Ce qui peut arriver dans des notaires familiaux, par exemple, la famille est originaire de Lyon, le fils vient habiter à Chambéry, oui, bon, probablement qu'il voudra conserver son notaire de famille. Donc c'est effectivement totalement possible. Du moment que c'est sur le territoire, il n'y a pas de problème. Une question qu'on nous pose souvent également, les délais pour racheter. Alors, au niveau de ce délai-là, on va situer la question entre justement le compromis et l'acte. Salvatore, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu, combien de temps je vais devoir attendre pour emménager dans mon nouvel appartement ? Romain, si tu as les fonds et que tu signes directement le compromis, le délai peut être assez court, 1 mois et demi, 2 mois. Ok, sympa. Donc voilà, si tu as les fonds, dans Là, 1 mois et demi, t'es... Là, c'est zut, parce que Jean-Pierre m'a pas fait mon virement ce mois-ci, du coup, j'ai un petit trou dans ma trésorerie. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et voilà. Du coup, je vais devoir faire un prêt. Alors, du coup, combien de temps ça va me prendre tout ça ? s'il y a le prêt qui rentre en considération, il faut bien rajouter 1 mois et demi, 2 mois. Ce qui nous porte à 3-4 mois à peu près pour... 3-4 mois, voilà, c'est ça. Alors si jamais, je vais te titiller, si jamais j'ai un terrain, j'ai cette condition suspensive de permis, là, dans combien de temps je vais pouvoir être propriétaire de ce fameux terrain avec mon permis ? Et là, il y a du délai supplémentaire, donc on était à 4 mois, il faut compter 7-8 mois en attendant l'obtention du permis de construire. Un permis, ça c'est 3 mois, non ? Voilà, donc 7 Il y a 3. il y a l'instruction, le recours des tiers. Oui, Déjà constituer le permis, Oui. on fait pas ça en 2 jours. Il y a l'archi, les relevés, le géomètre, etc. Enfin, il y a quand même un travail. Imagine si en plus il y a l'ABF là-dessous. Oula, là, on rajoute encore 2-3 mois. Après, les ABF, on a la chance dans le coin, ils connaissent bien le territoire, ils ont l'habitude, ils sont assez réactifs, ça va. C'est pas encore. C'est la seule personne qui n'a aucun contrôle en dessus de lui. Exactement, c'est un peu Dieu chez nous. Hein. Il y a Dieu, il y a. Même le préfet les ABF. ne peut rien contre l'ABF. Exactement. Petit, je voulais faire ça, puis après, je me suis dit non. Ce n'est jamais trop tard, Romain. Non, trop de paperasse. Tu es encore jeune. Non, mais je te vois bien, toi, Jean-Pierre, chez les ABF. Tiens, C'est vrai ? pour protéger ta chambotte, ça serait. Pourquoi pas ? D'ailleurs, la chambotte qui est soumise, une partie, bien sûr, Exactement. à l'ABF. Allez, une dernière petite question avant notre petite coupure musicale. Tac. J'en avais quelques-unes, laquelle je vais choisir. Comment
réaliser une offre d'achat. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire, voilà, vous avez craqué sur un bien, comment vous allez vous y prendre pour faire votre offre d'achat? Alors, Une idée? Alors, comment on va faire une offre d'achat? Eh ben, déjà, on va voir le prix de l'achat du bien. Ensuite... parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Ah, pardon. Jeune homme. Voilà, très bien. Sur quoi on se met d'accord finalement sur une offre d'achat? Eh ben, sur le type de bien déjà, sur le bien en lui-même, la valeur, et après, voir les différentes Conditions. Exactement. C'est relativement simple finalement, une offre d'achat. On va bien sûr, par exemple, si on prend un exemple, Monsieur Dupont, voilà, je sous-signe Monsieur Dupont, souhaiterait acquérir votre appartement situé. C'est quoi ton adresse, Jean-Pierre? On va prendre au 50 rue de Genève, votre appartement T2 de 50 mètres carrés. Comment tu le savais? Je vois ta petite tête sur le balcon tous les matins là. Voilà, donc une offre d'achat relativement, en fait, c'est simple. Ce qu'il faut retenir, c'est un accord sur la chose et sur le prix. On sait quoi on achète, à quel prix, c'est signé, on a une date de validité, voilà, c'est relativement simple. Allez, écoutez, petite coupure et on se retrouve pour notre seconde partie de l'émission juste après. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Imo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Allez, de retour pour cette deuxième partie d'émission avec toujours Jean-Pierre à la technique et qui participe également à notre émission du jour. Salvatore dans les studios pour être notre victime du jour sur notre quiz. Bravo Salvatore, parce que je sais que c'est pas évident. Tu es encore en pleine formation. C'est des questions qui sont pas forcément toujours évidentes. Donc voilà, tu t'en es pas trop mal sorti. Ça va, on va te garder. On va peaufiner les 3 petites choses. Mais voilà, tu seras... on est content de t'avoir bien sûr dans l'équipe et tout se passera bien. Alors justement, on enchaîne un petit peu. Alors on va sortir d'un quiz, on va essayer d'avoir une discussion un petit peu ouverte, quelque chose qu'on constate souvent, surtout pour des primo-accédants, quelqu'un qui n'a pas forcément déjà acheté, qui connaît pas forcément le milieu de l'immobilier. Pour nous, il y a pas mal de concepts qui sont standards, classiques, il y a des choses qu'on connaît par cœur qui nous paraissent évidentes, mais c'est pas le cas de tout le monde, comme pour chaque activité bien sûr. Par exemple, là, Jean-Pierre est accordéoniste. Moi, je pense que s'il me posait des questions sur l'accordéon, je serais bien incapable de répondre à la moindre question de l'accordéon. Oh, mais non. Franchement, je pense que c'est un instrument de musique. Voilà, ça s'arrête à peu près là. Très Merci. bonne réponse. Donc voilà, faut surtout pas faut pas se sentir mal à l'aise. Il y a pas de questions bêtes quand vous êtes dans ce processus d'achat, de recherche. Vous avez pas mal de gens qui peuvent vous aider. Il n'y a pas de questions bêtes encore une fois, et il y a pas mal de monde compétent autour de vous qui peuvent bien sûr vous aider dans tout ce process. Alors, cette deuxième partie, on va essayer de faire un petit peu synthétiquement les 10 conseils pour réaliser votre premier achat. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller de manière un petit peu générale à quelqu'un qui nous consulterait pour dire j'ai envie d'acheter mon premier appartement, ma première maison, comment je m'y prends, quels sont les points de vigilance, quels conseils vous pouvez m'apporter. Alors, en premier conseil, je pense que la discussion commencerait par toujours la même manière, qui serait de définir vos besoins. Alors Salvatore, comment tu traduis ça un petit peu comme question? Quelles questions tu poserais un petit peu à cette personne pour identifier justement ce qu'il cherche? Eh ben déjà, dans un premier temps, savoir où elle voudrait être, la localisation, que ça soit aussi bien pour de localisation familiale ou professionnelle. Déjà, il faut que la personne sache où elle souhaite habiter et trouver son bien. C'est vrai que c'est quand même une question tellement évidente, mais effectivement, c'est la première question à se poser. Vous habitez Aix, vos enfants sont à Aix. Bon, ce serait quand même bizarre que vous nous disiez, moi, je veux habiter à Chambéry ou à Rumilly. Bon, il n'y a pas de mal à habiter à Chambéry ou Rumilly, bien évidemment, mais voilà, ça serait peut-être des difficultés par rapport à vos trajets quotidiens. Est-ce que vous avez vraiment envie de passer une demi-heure, 3 quarts d'heure sur la route le matin, le soir, etc. Donc, définir vos besoins, effectivement, l'emplacement, c'est déjà une bonne question. Une fois qu'on a un petit peu défini ça, c'est intéressant de commencer à se pencher sur votre marché local. Donc analyser votre marché immobilier. Comment on pourrait faire, sans y passer non plus forcément trop de temps, parce qu'on peut être, on a le travail, les enfants, la famille, etc., les amis. On va pas forcément faire 3 ans d'études pour analyser un marché immobilier, mais quelles astuces on pourrait donner à ces personnes pour qu'elles puissent quand même avoir une petite vision de ce marché? Les petites astuces, c'est très simple. Regardez les sites internet.
les différents sites qui se trouvent sur Internet. Ensuite, si on a de la famille dans le secteur où on souhaite habiter, leur demander conseil. Et après, se diriger vers des professionnels pour connaître la valeur du marché. Exactement, c'est avec la famille, on peut se dire, tiens, voilà, moi, mes parents habitent là depuis 20 ans, ils ont une maison, ils ont des copains, etc. Ils ont forcément quelqu'un autour d'eux qui peuvent, voilà, leur donner un petit peu des pistes de réflexion et leur dire, voilà, le marché est situé à peu près là, selon nous. Enfin, voilà, pour nous, on est sur un marché immobilier de telle valeur. Les professionnels, comme tu l'as souligné, souvent, on met de côté un petit peu cet aspect de notre métier, mais l'aspect conseil est fondamental. Vous pouvez pousser la porte de n'importe quelle agence, j'imagine. Enfin, en tout cas, la nôtre, il n'y aura pas de problème là-dessus. On va vous accueillir. On va prendre un petit peu de temps, justement, pour vous donner un petit peu des clés, pour répondre à ces questions et vous faire un résumé, une synthèse, finalement, du marché aixois, chambérien ou autre qu'on peut maîtriser. Donc voilà, c'est relativement simple de se renseigner. C'est comme tu l'as dit, Internet, il y a toutes les informations qu'on peut imaginer, nos proches, notre entourage, et puis les professionnels. La question de la stabilité, moi, c'est une question que je trouve intéressante. Pourquoi, à ton avis, Jean-Pierre, c'est une question intéressante, la question de la stabilité sur un achat immobilier? Alors, qu'est-ce qu'on entend déjà par stabilité? Est-ce que ta situation est stable? Alors après, c'est que c'est une vaste question, mais on va essayer de la situer, par exemple. Par rapport au remboursement du prêt, aux engagements bancaires et. Voilà, disons. On peut prendre. Si demain tu me dis, tiens, je veux acheter une maison à Aix. Le sous-entendu, c'est que tu vas quand même y passer quelques années. Ça serait peut-être une. Ou tu vas louer. Ou tu pourrais effectivement la mettre en location, c'est une alternative. Bon, faut avoir quand même après des moyens un petit peu conséquents pour pouvoir redéménager ailleurs, etc. La situation est stable, pour moi, la situation est stable si quelqu'un me dit, ça fait 3 ans que je suis en CDI, je suis pacsé avec mon ami, la décision est réfléchie, on veut acheter notre premier appartement. Ça me paraît être une démarche intelligente, classique. Comment faites-vous maintenant les agents immobiliers par rapport au CDI qui est de moins en moins recherché, de moins en moins voulu, puisque tous les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi ne veulent quasiment plus de CDI pour être libres de partir, de revenir et tout. Et comment est-ce que vous jugez la stabilité là maintenant? Alors il y a deux. Toi que c'est moi qui retourne les questions. Il y a deux possibilités. Si vous êtes en CDI, fatalement il y a une question de finance. Si vous êtes en CDI, vous n'avez pas d'endettement, vous tenez vos comptes bancaires de manière propre. Vous pouvez acheter. Vous pouvez très bien acheter un appartement, être en CDI, et puis 1 an après vous dire je démissionne, je me fais muter. Ça, il n'y a pas de difficulté. Si vous n'êtes pas en CDI et que vous avez besoin d'un prêt pour emprunter, là ça va se corser. Ça va se corser parce que les banques, sur certaines activités où ils ont du recul, par exemple, ça fait 3 ans que vous êtes en intérim, les banques savent faire. Si vous sortez de l'école, vous n'avez pas d'emploi, là, on va pas se mentir. Ça va être un petit peu plus dur. Ça sera pas possible. À part si, la famille met la main au porte-monnaie, ça sera compliqué. Donc, acheter un appartement, c'est quand même un achat conséquent, où on parle de contrats, de contrats bancaires qui nous portent sur 15 ans, 20 ans, 25 ans. Oui. Donc, fatalement, c'est pas compliqué, mais c'est complexe en même temps. Donc la stabilité, les gens aussi l'expriment clairement en disant je suis pas prêt. Par exemple, là je suis à Aix, j'ai pas mal de copains à Lyon, la ville me plaît, est-ce que j'ai peut-être envie d'aller à Lyon? La personne on va lui dire c'est trop, vous êtes indécis déjà sur votre localisation. Oui, tout à fait, voilà. N'achetez pas tout de suite. Au bout d'un moment, il faut quand même être sérieux, quoi. Après, il faut trancher, mais ils savent trancher également. Ouais. Je pense que les personnes sont relativement transparentes avec elles-mêmes en se disant moi je suis ici, ok, ma situation professionnelle n'est peut-être pas totalement stable, mais j'ai 35 ans, je travaille, j'ai toujours travaillé, ça fait 10 ans que je bosse. On trouvera des solutions. Les courtiers, les banquiers, quand même, plus les années passent, s'adaptent à ces cas de figure. C'est comme les entrepreneurs. Vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes à votre compte. On connaît plein d'entrepreneurs qui ont acheté, il y a pas de difficulté. Maintenant, vous venez de vous lancer en janvier, vous allez avoir la banque en mars, vous avez 2 mois de recul d'activité, le banquier va vous dire on se revoit dans 1 an et demi, 2 ans. C'est certain. Oui, très bien, très bien. J'ai bien répondu. Oui, alors tu me parlais il y a quelques secondes d'engagement sur 15, sur 20, sur 25 ans. Où en sont les taux? Alors les taux ont quand même bien grimpé, effectivement. Ouais, c'est un de nos conseils également, c'était le prochain. Même de conseils, est-ce que mon budget correspond à mes attentes et bien préparer son dossier bancaire, c'est-à-dire vous avez une idée du bien que vous voulez acheter, mais est-ce que ce bien-là il correspond, vous voulez un T3, vous vous dites ok moi j'ai 200 000, est-ce que vous pensez qu'avec 200 000 euros vous irez acheter un T3 à Aix-les-Bains?
ça va être coton. Donc déjà, est-ce que mon budget correspond à mes attentes? Ça, c'est quand même une première question. Deuxième question, préparer son dossier bancaire. Son dossier bancaire, c'est d'avoir une situation bancaire clean. On vous excluez les découvertes de votre quotidien, vous vous forcez un petit peu à épargner, ça le banquier va apprécier. Et pour répondre à ta question, oui, les taux ont grimpé, ça a pris 1 point là ces derniers mois. On était entre même moins de 1%. Moins de 1%, ouais. Il y a encore pas si longtemps. Aujourd'hui, on est quasiment à 2 et on finira l'année à 2, 2,5. L'année prochaine, il y a une incertitude. Peut-être que ça va encore grimper. Ce qu'il faut retenir quand même à l'esprit, certes, ça augmente, mais si vous faites la moyenne des 10 dernières années, sûr. On était à 3,5, 4%. Si vous demandez à vos parents combien ils ont emprunté, ils ont monté à 15, c'est monté 12, 15. à des taux délirants. C'est ça. Exactement. Donc, ok, ça passe à 2, peut-être 3%. Alors, ça a un impact, hein. Ça a un impact. Ouais, Par exemple, on a eu un dossier il y a pas longtemps de 100 000 euros. C'est pas un gros prêt. Eh ben, ça a été 100 euros de plus par mois. C'est quand même significatif. Oui, Cette montée de taux, c'est quand même pas neutre. Oui, c'est quand même pas neutre. Ouais. Donc ça a un impact. Bon, je te rends la parole, Romain. Ouais, mais ça nous a permis d'enchaîner sur le petit conseil. Le tac. Tu vois, tu m'as embrouillé maintenant. Est-ce que vous êtes au courant des frais du propriétaire? Ça, Salvatore, c'est un conseil qu'on peut également leur apporter. Les frais du propriétaire, ça veut dire, ok, vous allez acheter une maison, un appartement, mais est-ce que vous êtes préparé à tous les frais? Alors ils vont dire, mais de quoi vous me parlez? C'est quoi ces frais du propriétaire? Il y a les frais de notaire déjà. Voilà, sur l'acquisition. Voilà. Après, si vous achetez un bien ancien, il y a peut-être des travaux à faire aussi. La toiture, aussi bien. Regardez la toiture avant d'acheter, bien sûr. Il faut bien observer le bien qu'on veut acheter. S'il y a des travaux à faire, aussi bien sur la toiture, sur la façade, lorsqu'on achète une maison, mais aussi bien sur un immeuble, parce qu'il y a des charges après qui vont être appliquées. Si la façade est à refaire, le toit qui est à refaire, l'escalier, l'ascenseur. Exactement. C'est que vous passez finalement, vous êtes locataire, vous avez été locataire ou vous étiez encore chez vos parents, mais mettons que vous étiez locataire, vous payez des charges de copro. Mais ces charges de copropriété, c'est des charges courantes. C'est au propriétaire de payer, par exemple, effectivement, s'il y a un ravalement de façade, si vous avez une toiture à refaire. Donc bien penser à ces dépenses-là. Vous êtes propriétaire, ok, vous achetez un appartement, une maison, vous payez un certain prix. Comme tu le disais, voilà, on va également parler des frais de notaire qui viennent s'ajouter. Bon, ça c'est des frais ponctuels. Et puis après, vous avez quand même l'ensemble des frais récurrents, la taxe foncière et tout l'entretien. Et l'entretien, ça peut quand même avoir une conséquence importante. On a parlé du notaire tout à l'heure. Un de nos conseils, c'est également ce choix du notaire. Moi, ça me paraît important souvent, les clients viennent nous voir. Alors, c'est normal, ils n'ont pas forcément ces réflexes-là, mais voilà, j'ai pas de notaire. Donc nous, on va les inviter à consulter en amont de leur achat, de manière à ce que le notaire puisse également donner conseil à ses clients sur leur situation personnelle. Un cas extrêmement classique en ce moment, on en parlait tout à l'heure, Salvatore, c'est les gens se marient un petit peu moins, le Pacs s'est démocratisé, mais vous avez encore pas mal de gens primo-accédants, voilà, monsieur, madame, achètent finalement sans être ni marié ni pacsé. Ça, le notaire va tout de suite mettre le doigt dessus en disant attention, vous n'êtes pas très bien protégé, puisque si vous arrivez à un pépin à l'un ou à l'autre, vous serez soumis à une fiscalité différente que si vous étiez pacsé ou marié. Donc c'est ce genre de petits conseils qu'un notaire pourra vous apporter. Donc pour nous, c'est vraiment important de vous diriger vers un notaire et que vous preniez une demi-heure, 1 heure pour échanger avec lui. Il va analyser votre situation et pourra vous conseiller du mieux possible sur la continuité de ce dossier. Et s'il y a quelque chose à faire, il vous le conseillera. Est-ce que c'est important, Salvatore, de multiplier les visites pour son premier achat? Tout à fait, parce que il faut pas tout de suite tomber, dire tiens, ça y est, on a trouvé la maison. Il faut déjà qu'il y ait un coup de cœur. C'est pour ça qu'il faut savoir déjà l'emplacement où on veut habiter, par rapport à sa situation, comme je le disais tout à l'heure, sa situation personnelle et professionnelle. Donc après, oui, il faut multiplier les visites. Ça vous permet de voir autre chose. Et après, de faire un point le soir, rentrant chez vous avec votre épouse. Exactement. C'est quand on n'a jamais forcément eu cette démarche-là, ça peut donner une idée de se dire tiens, j'ai visité une maison à 400 000 euros, elle était chouette et tout. Mettons que vous l'ayez achetée. Bon, très bien.
vous pouvez avoir un coup de bol tout de suite, ce qui peut arriver, hein, si vous êtes bien conseillé, bien accompagné. Ça sert pas forcément, c'est pas toujours utile d'en visiter 50. Mais est-ce que vous avez la conviction de vous dire, tiens, j'avais vu cette maison aussi, je suis pas allé la visiter parce que j'ai craqué sur l'autre. Allez quand même en voir 2, 3, 4. Ça va conforter vraiment votre achat. Rappelez-vous, c'est un engagement quand même de pas mal d'années. Et voilà, quand vous en serez quand vous aurez passé quelques années, quand vous aurez peut-être acheté un autre appartement, quand vous serez familiarisé avec tout ça, vous aurez une lecture un peu plus aboutie et vous pourrez juger plus facilement. Pour un premier achat, on va toujours conseiller quand même de multiplier un petit peu ces visites, sans en faire 50, mais je dirais voilà 3, 4, 5, 6, ça nous paraît quand même important. Allez, dernière petite question pour Jean-Pierre, comme ça la boucle sera bouclée. Alors mon petit Jean-Pierre, quelle question je vais te poser? C'était bien cette première émission. Hein. On essaye, tu vois. C'est prometteur pour toute la saison là. On espère. Non mais on apprend en s'amusant, c'est bien et c'est facile. Alors, avec ou sans travaux? Allez, là, on va finir là-dessus, Jean-Pierre. À ton avis, est-ce que c'est bien d'acheter avec ou sans travaux pour un premier achat? Ça dépend. Non, ça dépend si la personne s'y connaît en travaux, si c'est un artisan, un entrepreneur dans le domaine des travaux publics ou même des travaux. Si c'est un artisan, si c'est quelqu'un comme moi, il faut pas acheter avec travaux. Ça c'est clair. Voilà. Mais autrement, si c'est quelqu'un c'est bien résumé. Qui se connaît, ça peut permettre avec travaux d'avoir moins cher et puis de faire les travaux soi-même après pour celui qui est connaisseur et qui sait les faire. Tout à fait. C'est vrai que les travaux, alors, sans rouvrir un gros sujet, mais si c'est les travaux, voilà, un rafraîchissement, un coup de peinture, bon, je pense que ça à la portée de tout le monde de pouvoir analyser. Non, pas bon. Mais si vous achetez une maison, où déjà la vue extérieure, vous dites, ok, elle est pas chère, j'ai l'impression que je fais une bonne affaire, mais derrière, vous en collez pour 200 000 euros. Voilà. Là, et puis on peut encore découvrir des travaux qu'on n'avait pas vus. Et puis le prix des matières. Ouais. Voilà. Exactement. Est-ce que la garantie des vices cachés, article 1671 du Code civil, si mes souvenirs sont bons, marche pour les achats? Les vices cachés, en fait, sont exclus pour toutes les ventes consenties entre particuliers. C'est un peu une légende. La seule chose qui est... Oui, dans les ventes entre particuliers. Voilà. La seule chose qui est applicable sur les vices cachés, c'est les vices cachés dont le propriétaire aurait connaissance et aurait délibérément caché. Ah oui, voilà. Là, par contre, faut s'accrocher parce qu'il faut prouver. Ont une conséquence sur la structure elle-même. Voilà. Sur toutes les choses. Par exemple, il t'a visité le logement, la maison, il t'a dit, j'ai coupé mes abonnements parce que j'y habite plus. Il y avait une chaudière au gaz. Et finalement, cette chaudière, elle est complètement pétée et elle marche pas. Si t'arrives à prouver il savait qu'elle était cassée, là, c'est pas bon. S'il t'a mis un tapis, là c'est vraiment caricature, il t'a mis un tapis sur un plancher, il y avait un gros trou dessus. Bon, là pareil, c'est un vice caché. Mais les vices cachés, c'est quand même compliqué, parce qu'il faut prouver qu'il le savait. Il faut être, tout à fait. Par contre, un professionnel, lui, vous avez cette garantie-là. C'est pour ça qu'aussi, acheter dans le neuf, c'est un synonyme de sécurité. Voilà, au moindre problème, vous avez tout un tas de garanties qui vous couvrent. Et là, vous pouvez avoir effectivement l'esprit tranquille. Parfait. Écoutez, pour cette première, ravi de vous avoir retrouvé. On se retrouvera dans 15 jours. Merci Salvatore d'avoir participé avec courage à cette reprise et cette première émission. Merci Romain. J'en profite pour annoncer une nouvelle émission pour la deuxième émission, je crois. Sandrine qui nous rejoint à 12h ce jour pour l'émission La Nature et vous. Donc on reste en ligne, petite coupure musicale, allez 20-30 minutes et puis après Sandrine vous accueille à midi. C'est bien ça Jean-Pierre? C'est bien ça, c'est excellent. Voilà, La Nature et vous, c'est le deuxième rendez-vous de notre amie Sandrine. On va parler de nature, on parle de bien-être, de concorde avec la nature, avec l'environnement et tout, et c'est super. Top. Écoutez, on va rester branchés pour écouter tout ça et puis quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Bonne journée à tous. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.